Après, ensuite, on a vu comment ça s'est passé avec, si je prends l'exemple de la Ligue des Champions, le fameux Final Four qui a été organisé. Donc une formule Final 8. Final 8, pardon. Oui, pas Final 8. Merci Nelson Montfort. 1, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans votre émission Talk Sport sans langue de bois, zone mixte. Aujourd'hui, nous allons parler Covid-19 et impact sur le monde du sport, amateur et professionnel. Donc, avec mes trois compagnons du jour, Toff, Lionel et Polo, comment ça va les gars? Impeccable. Salut Mathieu, ça va, comme d'hab. On tient bon. Le confinement pas trop dur? Non, moi je suis confiné au soleil, moi je suis bien. Ouais, il fait beau Ouais. aujourd'hui à Montréal, il fait très beau, mais il fait un peu... Quoique non, il fait 17 degrés je crois aujourd'hui. Jusqu'à mercredi, il fait 17, 18, 19. Après ça va chuter à 8 degrés là, donc attention, on va sortir les grosses doudounes là. Mais bon. Par contre, je comprends pas trop Paris parce que je vois un pull d'un côté et un col V de l'autre. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis au sud de Paris, c'est pas le même climat. Bon les gars, donc on va... le Covid-19 nous impacte, vous êtes confinés aujourd'hui en région parisienne, à Martinique aussi, il y a des mesures de restriction, à Montréal également. Les bars, les restaurants, les lieux publics sont fermés. Et puis on n'a même pas le droit d'accueillir des gens chez nous. C'est aussi ça le Covid-19, c'est aussi ça 2020. Et puis une fois qu'on aura débattu sur ce sujet, on parlera boxe avec, on va se demander, on va parler un peu de Tony Yoka et voir finalement si Tony est surcoté ou sous-coté selon ses détracteurs, ses supporters. Donc petit débat à venir sur ça, et puis on va finir avec un quiz, et cette fois-ci ce n'est pas moi qui va mener le quiz, mais c'est Polo qui sera le maître du quiz aujourd'hui. Préparez-vous La les gars. pression, la pression. C'est ça. Bon les gars, c'est parti. Covid-19 et performance sportive sur le monde amateur et professionnel. Lionel, je t'en prie. Quel est ton ressenti finalement depuis mars que le Covid-19 a frappé l'Europe, a frappé le monde entier. Comment tu vois les choses? Alors, depuis que le Covid est arrivé, au mois de mars, premier impact pour nous Français, la Ligue 1 s'est arrêtée net et tous les sports en France. Donc ça a été assez violent pour nous. Après, on a pu continuer de suivre le sport à l'étranger, mais ça a été assez violent avec la décision du gouvernement d'arrêter les compétitions nationales et tout sport compris, y compris le foot qui est le sport populaire. Donc effectivement, le fait d'être confiné, en plus le premier confinement était beaucoup plus dur que le confinement actuel, mais le fait d'être confiné, de ne plus avoir de sport, c'était compliqué et effectivement les premiers mois n'ont pas été simples et tout le monde se posait la question, est-ce que la Ligue des Champions allait continuer par exemple dans le foot, et comment allaient se passer les autres tournois, Roland-Garros, le Tour de France, la NBA, donc beaucoup d'incertitudes au début. Après, ensuite, on a vu comment ça s'est passé avec, si je prends l'exemple de la Ligue des Champions, le fameux Final Four qui a été organisé. Donc une formule... Final 8. Final 8, pardon. Oui, pas Final 8. Merci Nelson Montfort. Le fameux... Pour le coup, donc l'UEFA a mis en place une formule express et il y a eu un bon niveau d'intensité, des beaux matchs et puis une belle finale avec par exemple Paris en finale. Donc beaucoup d'incertitudes les premiers mois, et puis on a vu que la plupart des compétitions, sauf les JO, ont pu avoir lieu et le spectacle était plutôt au rendez-vous. Merci Lionel. Effectivement, le spectacle est au rendez-vous. D'ailleurs, il y a des réflexions, je crois, au niveau de l'UEFA pourquoi pas réitérer ce Final 8 dans le futur.
sont des discussions qui ont lieu là en ce moment parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait il y a eu beaucoup d'engouement sur ce Final 8 et que finalement l'enjeu sportif, le suspense était au rendez-vous. Maintenant, est-ce que c'est dû au fait qu'on n'a pas eu de sport pendant plusieurs mois et que les gens finalement étaient très, très en demande à voir. Mais c'est vrai que c'est des questions qui peuvent se poser. Toi, Polo, comment tu as ressenti ça, cette absence de sport pendant cette période de Covid et puis l'impact que ça a eu aussi sur toi, même personnellement, parce que bon, on est aussi des sportifs du dimanche, certes, mais on est des sportifs aussi. Alors, dans un premier temps, très compliqué en tant que Français, puisque contrairement aux autres pays, en tout cas, je parle ici de foot, contrairement aux autres pays, on n'a pas recommencé le championnat. Il a fallu attendre les derniers matchs de Ligue des Champions pour en avoir, pour notre argent. Concernant ce Final 8, moi, finalement, c'était, j'ai envie de dire que c'était une belle découverte, grâce ou à cause du Covid. Je trouve que le format était pas mal. Un Final 8 dans une ville avec toutes les équipes et sur un format ramassé en quelques semaines. Je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, bon, je sais que l'UEFA se posait la question de savoir si c'était intéressant de le reconduire ou pas. Bon, on sait que pour des raisons de droit télé, ce sera sans doute pas ce qui sera retenu, mais en tout cas, c'était une belle découverte et je pense que du coup, ça a au moins amené un début de réflexion sur un éventuel reformatage. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, si on parle du coup des autres sports, on l'a vu au cyclisme, la tenue du Tour de France en plein mois d'août, ou en tout cas entre août et septembre. Août et septembre, c'était un peu la cata. Parce que des conditions météo que les cyclistes ne connaissent pas ou n'apprécient pas, en tout cas pas sur un Tour de France. Maintenant, il y a la Vuelta et le Giro qui ont lieu en même temps. Chose inédite. On aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même particulier d'avoir deux grands tours en même temps. C'est comme si on avait Wimbledon et Roland Garros en même temps. Un peu bizarre. Donc, disons que ça, de mon côté, ça a ce côté intéressant où ça permet, du fait des conditions, de réinventer ou en tout cas de s'adapter plus que de réinventer, mais ça amène des réflexions pour la suite qui n'auraient sans doute pas lieu en temps normal. Et puis par contre, il y a le revers de la médaille, en tout cas je trouve, c'est alors d'abord en tant que supporter, on aime aller au stade ou en tout cas on aime voir les sportifs en plein effort, ce qu'on ne peut plus faire. Et puis pour les sportifs eux-mêmes, je pense que ça change tout d'un point de vue extérieur. En tout cas, je trouve que ça change tout. Alors, je sais pas si on va parler de la bulle. En tout cas, Christophe Toff devrait le faire tout à l'heure, mais je pense à la NBA. Je pense notamment à l'incidence des matchs à l'extérieur ou à domicile sur certaines équipes. On sait que c'est un gros critère, ou en tout cas un élément déterminant sur certaines rencontres pour certaines franchises. Je pense aussi au trash talk pour certains joueurs qui sont habitués à le faire et ça ne pouvait plus trop. Ouais, et pour certains ça leur permet de se mettre dans un match ou en tout cas de réagir pour certains dans un match. Ils peuvent plus trop le faire parce que on entend tout et voilà. Donc voilà, il y a des choses comme ça où je pense que ça a un gros impact sur la performance sportive qui n'est pas négligeable. Ok. Effectivement, tu as bien raison et tu l'as mentionné
le côté match à domicile, match à l'extérieur, c'est vrai que ça a un impact. On le mesure pas vraiment, on le verra d'ailleurs sur les prochaines journées. Là, on verra le classement à l'extérieur, les résultats extérieurs à domicile des équipes. On verra si ça a vraiment un impact finalement. On en saura un peu plus dans les prochaines semaines. Toi, Toff, comment tu vois les choses? Comment je vois les choses, comment j'ai vécu les choses surtout, bah Tu as c'est vécu les choses, comment tu as, ouais, ben, comment tu vois, bah ouais, effectivement, tu l'as bien dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a déjà expérimenté plusieurs mois, mais on n'en voit pas encore la fin. c'est ça. Ben on sait pas du tout où la suite du monde professionnel va se diriger en matière de sport, d'organisation de compétitions sportives, particulièrement parce que bon, il y a peut-être recrudescence du truc dont il faut pas qu'on parle, etc. Et donc c'est un peu compliqué. C'est vrai que tu mentionnais la bulle, Polo. Je sais pas, c'est totalement inédit et c'est vraiment littéralement inédit. Moi, je pense aux sportifs pros qui depuis très jeunes. Alors, l'exemple des sportifs américains qui ont fait un parcours NCAA et tout et qui ont toujours été dans des arenas avec 20 000, 30 000 personnes, enfin j'exagère un peu, mais plus de 10 000 personnes qui regardent tous les soirs, euh, qui crient, etc., etc. Et quand ils ont commencé à jouer voilà, dans un contexte sans public, comme ça, ou avec un public qui était en fait des écrans avec un fake public et tout, enfin c'est un petit peu... C'est particulier, c'est particulier. Et le problème, c'est comme tu le signalais, Mathieu, on ne sait pas exactement où on va. Euh, voilà, on est tributaire du développement de la maladie, du développement de l'épidémie, pardon, de la pandémie. Et donc, voilà, il y a des sports où on a commencé à imaginer peut-être réintroduire du public, éventuellement. Et je pense notamment au sport mécanique, rallye, etc. Bon, ben, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans le futur. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un impact, il y a un impact sur les sportifs, sur droit TV, etc., etc. On parlait, il y a eu de gros débats par rapport au salary cap aux États-Unis, dans plusieurs sports majeurs, mais enfin, notamment NBA. Apparemment, Adam Silver aurait dit, on touche pas au salary cap. Ok, mais euh, mais voilà, ça va. Enfin, on ne sait pas exactement où on va. On est vraiment un peu tous dans l'expectative. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir en reparler un petit peu plus tard. Mais d'un point de vue spectateur, c'était extrêmement intéressant. Et comme le disait Polo, il y a des expérimentations qui ont été faites et que je serais vraiment heureux de voir conduites un petit peu plus loin, même hors période de crise. Ok. Ouais. Après, c'est vrai que, par exemple, quand tu regardes du sport à la télé, tu es habitué à ce qu'il y ait une grosse ambiance, à entendre le public chanter, à entendre le public crier. Et là, effectivement, suivre des matchs de foot, de basket, ou même suivre Roland-Garros, alors que le tennis, c'est pas un sport bruyant à la base, ça fait bizarre de ne plus voir du monde. Déjà, ça chamboule le programme sportif à la télé. Et j'imagine aussi que pour les sportifs sur le terrain, c'est un vrai bouleversement. Je pense que beaucoup de sportifs ont besoin de cette pression, de ce côté un peu gladiateur qui est créé par une foule en délire. Et je pense aussi qu'il y a d'autres sportifs qui sont peut-être un peu plus fébriles par rapport à des ambiances hostiles et qui aujourd'hui sont peut-être mieux sur le terrain. Donc je pense que ça a rebattu les cartes. Et effectivement, ça perd en saveur le fait qu'il y ait moins de public, voire pas du tout de public dans les stades. Il y en a qui n'ont pas vu la différence. Il y en a qui n'ont pas vu la différence. Laisse Justement, Monaco. oui, Monaco, oui, par exemple. Monaco, c'est vrai que ça n'a pas trop chamboulé leurs habitudes. Justement, j'aimerais partager avec vous deux choses et peut-être avoir vos réactions, notamment là, Matt, comme ça tu pourras t'exprimer là-dessus. J'ai trouvé une interview du kiné et ostéo de Rudy Gobert, donc qui s'appelle Fabrice Gauthier, qui disait qu'en fait Rudy Gobert,
il s'est créé une bulle dans la bulle. Donc en gros, ils l'ont reformaté pour être dans la bulle, encore plus concentré parce que justement il n'y avait pas de public. Et résultat de ça, il réalise les meilleurs playoffs de sa carrière, et il bat son record de points, 24 points face aux Nuggets le 21 août. Et puis deuxième chose par rapport à ce que disait Lionel, ça c'était une étude donc faite aux États-Unis. Alors je suis en train de récupérer la date de tout ça. Alors en 1993, donc à l'université de Siena dans l'État de New York, des psychologues ont travaillé sur le lien entre le niveau sportif et la présence ou non de public. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une épidémie de rougeole qui a forcé l'équipe à jouer à huis clos. Et résultat, ils ont constaté qu'en l'absence de supporters, les deux équipes marquaient plus de points par match et étaient plus à droite au tir et au lancer franc. Et enfin, dernière chose, et après je vous laisse prendre ce qui vous intéresse. Dernière chose, c'est alors une psychologue qui disait qu'en fait, par rapport à ce que tu disais Lionel, encore une fois, elle disait que les grands sportifs, donc LeBron James, Rafael Nadal, LeBron James qui a gagné un autre titre NBA et Rafael Nadal qui a gagné encore une fois Roland Garros, elle disait que ces grands sportifs-là, l'absence ou pas de public, ça n'a aucun impact sur eux parce qu'ils sont habitués à se mettre des objectifs. Peu importe qu'ils soient blessés, qu'ils aient un peu mal, qu'il y ait du public ou pas, que leur père ou leur mère ait un rhume ou pas, ça va rien changer. Par contre, les petits jeunes ou des sportifs un peu plus moyens ou un peu moins expérimentés, l'absence de public en fait va tout de suite les booster. Et je vais vous donner trois noms au basket. C'est l'exemple de T.J. Warren des Pacers, de Timothée Luwawu-Cabarrot des Nets et de Paul George dans le sens inverse cette fois qui était hyper maladroit avec les Clippers. Donc je vous laisse notamment Matt prendre ce que tu veux. Concernant l'impact du public, effectivement ça c'est un vrai sujet parce que il y a le côté déjà l'adresse au lancer franc. Tu parlais de l'adresse au lancer franc. Effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en NBA, le public, quand tu es à l'extérieur, a tendance à agiter des petits ballons. Donc en fait, c'est un élément qui va déconcentrer le joueur. Donc ces joueurs-là ont déjà des mécaniques de tir huilées. Donc probablement que l'impact va être minime d'un point de vue négatif. Mais il va exister quand même. Sur un ensemble de 100 shoots, probablement que leur pourcentage va peut-être diminuer de quelques pourcents. Pas beaucoup, 3-4%, admettons. Effectivement, quand on parlait des stars comme LeBron James, etc., on se rend compte qu'ils ont fait des playoffs à peu près similaires à ce qu'ils faisaient lorsqu'il y avait du public. LeBron James a fait des performances exceptionnelles. Et tu parlais des petits jeunes. Mais TJ Warren n'est plus très jeune non plus. Ça fait quelques années qu'il est dans la ligue, mais Jamal Murray notamment a explosé dans cette bulle. Est-ce que finalement Jamal Murray n'est pas l'exemple type du joueur qui pendant la saison régulière tourne à 20 points par match et finalement qui se retrouve à faire des 28 points, 29 points de moyenne, 30 points de moyenne par match avec des pointes à 50 points dans la bulle sans public. Et effectivement, la question que je me suis posée, c'est effectivement à ce moment-là, j'attends de voir quand le public va revenir, quel sera l'impact ou l'apport de ces joueurs-là à ce moment-là. Et est-ce que finalement, le fait qu'il y ait eu la bulle, ça leur a permis finalement de se révéler et de débloquer quelque chose qui peut-être était inhibé par le public, par la pression populaire. Finalement, on se rend compte que ces joueurs-là, ils ont affiché un niveau exceptionnel et probablement que c'est peut-être ce step ahead qu'ils ont pu gravir une marche en fait grâce à ça et ça a peut-être aidé d'un point de vue positif. Et puis quand tu parlais de Rudy Gobert, Rudy Gobert effectivement, alors je ne sais pas vraiment si la préparation qu'il a eu un impact clair sur ses performances sportives, mais moi je dirais que quand tu es dans une bulle et que tu n'as pas de voyage en jet à faire, tu n'as pas toute la pression extra sportive, c'est-à-dire faire des pubs, faire des machins,
interviews à droite à gauche, etc., etc. Tu n'as pas de sollicitations extérieures qui viennent polluer finalement ta concentration dans la compétition. Mais probablement que ça aide aussi à avoir de meilleures performances. Et puis, il y a aussi le côté motivation. Quand on est motivé parce que tu arrives dans un stade qui est plein à craquer, les gens scandent ton nom, ça donne un supplément d'âme et quand dans le cadre du basket ou du football, quand tu mets tes shoots, quand tu mets des buts et que tu as le public qui te pousse et qui finalement te soulève en fait, ben, ça ne peut que te transcender. Donc, je sais pas. Je pense que ce sera bien de comparer l'avant-Covid sur certains joueurs, pendant le Covid et après Covid, et voir si les performances, on voit une différence. Ce serait intéressant de le voir. Là, par exemple, je vois que Mbappé n'est pas aussi transcendant qu'au PSG qu'avant. Là, en ce moment, il n'y a pas de public et je ne le trouve pas aussi tranchant. Neymar non plus. Donc, est-ce que ça a un impact? Peut-être. Peut-être. Ouais. Super rapidement, pour revenir sur le cas Rudy Gobert, moi je suis pas exactement sûr que la bulle dans la bulle soit vraiment le truc qui lui ait permis d'être plus performant. Je pense que vous voyez tous où je veux en venir. En fait, Rudy Gobert, si vous vous rappelez bien, c'est un petit peu lui qui a déclenché la fin de la NBA, entre guillemets, la fin de la C'est saison vrai. normale. C'est son test positif. Voilà. Et du coup, effectivement, je sais pas, hein, vous me direz que c'est pas de sa faute et c'est pas de la ligue se serait arrêtée à un certain moment de toute façon. Mais quand tu sais que c'est juste après ton test positif, juste après le voyage que Utah devait faire, d'ailleurs, je crois, à Sacramento, je sais plus, vous me corrigerez, ou le mec qui fera le montage me corrigera, mais quand tu sais que c'est juste après ton test positif que la ligue s'arrête, tu as des choses à prouver, enfin, c'est un petit peu ta faute. Enfin, je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, Mais mais lui, il considère que c'est sa faute, mais en vrai, voilà. ça aurait été En arrivé vrai, c'est pas de sa toute faute. façon. Voilà, mais tu sens qu'il y a un petit peu ce truc-là que tu dois un petit peu faire pardonner à tes fans, même si les fans, ils le comprennent parfaitement bien, mais je peux facilement me mettre à sa place. Par contre, sur un aspect totalement différent, et j'aimerais bien vous entendre dessus, parce qu'on a tous fait un petit peu de sport. Moi, notamment, j'ai fait du basket dans ma jeunesse, et c'est vrai que c'est la première fois, quand je regardais la NBA, c'est la première fois que je me sentais aussi proche des basketteurs, en fait, que je me sentais aussi proche des mecs sur le parquet, parce que c'est la première fois que je sentais qu'on vivait quelque chose de très, très similaire. C'est-à-dire que nous, jeunes et dans toutes les catégories jeunes en sport, on a toujours vécu en fait cet effet huis clos parce qu'on avait un public qui était toujours relativement restreint. Même quand on avait du monde, c'était pas hyper bruyant. On entendait, moi j'ai toujours eu l'habitude d'entendre alors, les rares fois on a joué sur du bon parquet, mais d'entendre les chaussures sur le parquet, d'entendre le meneur de jeu crier des consignes, ça on a l'habitude d'entendre ça, mais on n'entend jamais ça normalement quand on regarde un match de NBA. Et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je pense que le public a effectivement dû trouver quelque chose. En tout cas, toutes les personnes qui pratiquent un peu de sport, ne serait-ce que le week-end, ont dû trouver quelque chose d'assez, comment dire en anglais, relatable par rapport aux joueurs, enfin aux sportifs qu'on a l'habitude de suivre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est vrai que d'un côté, c'était frustrant qu'il n'y ait pas le bruit habituel du public, mais d'un autre côté, ça avait effectivement ce côté rafraîchissant. Tu avais l'impression d'assister à un match, Un à un match du entraînement dimanche. de l'équipe, un match du dimanche. Tu as l'impression d'être un insider. Tu entends Le switch. James parler, tu entends Davis parler, tu entends Neymar parler avec Mbappé. Et effectivement, ça avait un côté rafraîchissant. Tu as l'impression d'être sur le banc de touche et d'entendre le coach, les joueurs parler. Donc, moi, c'est un sentiment bizarre. J'avais les deux à la fois un peu frustrant et rafraîchissant. Donc, et ça va peut-être devenir la norme parce qu'on ne sait pas quand cette situation va vraiment s'améliorer. Mais en tout cas, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, ça me vient une autre question. Là, concrètement, alors il y a il y a deux points sur lesquels j'aimerais vous entendre. Le premier, c'est, on sait que cette année 2020 devait
devait accueillir l'Euro 2020 et les Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont été reportés à 2021. Donc là, on se rend compte que le coronavirus ne nous a pas lâchés, il est toujours présent. On ne sait pas si en 2021, et probablement qu'en 2021, à l'été 2021, il sera toujours présent. Est-ce que finalement, l'impact de ce virus-là ne va pas se prolonger jusqu'à potentiellement 2022, ce qui ferait qu'on aurait un Euro 2020 à huis clos, ou alors en public très réduit, ce qui, économiquement parlant, n'est pas forcément viable. D'un point de vue sportif, ça se fait, forcément. Et des Jeux Olympiques de Tokyo, qui coûtent extrêmement cher, et où la billetterie a aussi son importance, et des Jeux Olympiques de Tokyo à huis clos. Ce serait complètement énorme, quoi. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous imaginez la plus grande manifestation sportive du monde qui se retrouve à huis clos avec je ne sais pas combien de sports. Ce serait complètement délirant. Donc, j'aimerais vous entendre dessus. Et puis, l'autre sujet, c'est le côté des jeunes, c'est-à-dire et des sportifs un peu plus âgés, c'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui en 2020 avaient 32-33 ans et qui se retrouvent finalement en 2021 et qui potentiellement à cause du Covid vont avoir des performances sportives en deçà de ce qu'ils avaient l'année d'avant, et les jeunes qui ont 15, 16, 17 ans et qui finalement se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas la possibilité de s'entraîner comme il le faudrait pour pouvoir progresser. Et est-ce que ça n'aura pas un impact finalement sur les performances de ces jeunes-là qui seront cadets, juniors, des moins de 20 ans. J'aimerais vous entendre dessus. Polo, par exemple. Je vais prendre dans le sens inverse. Par rapport donc à la deuxième question, je pense que l'impact est moins important pour les anciens que pour les jeunes. Pour moi, et je pense aux footballeurs, quand tu as 16, 17, 18, c'est les années, on va dire, critiques pour un footballeur, et pas que pour un jeune sportif qui aspire à être professionnel en général, que ce soit du football ou du basket, peu importe. Et c'est vrai que l'année 2020, il n'a pas pu passer de détection, il n'a pas pu se faire remarquer, repérer. Et l'année 2021, on ne sait pas non plus si ça va s'améliorer, parce que les observateurs font pas de déplacement, parce qu'on sait qu'il y a un circuit d'observateurs maintenant qui est international, et du coup il y a plus de déplacement. Donc un jeune, je dis n'importe quoi, sud-américain, asiatique, africain, européen, intra-européen, il va plus se faire observer par des observateurs des pays étrangers, ou voire même d'observateurs de son pays. Donc ça, je pense que c'est vraiment, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais je pense que c'est assez catastrophique pour ces jeunes-là. Et puis sur la première question, concernant les JO notamment, alors on ne sait pas ce que ça va donner, parce qu'on n'est pas épidémiologiste ou médecin, mais si à l'été prochain, on est au même stade qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de me projeter sur une solution possible. Et moi, ce que je vois, c'est peut-être que le Japon va se dire, moi je ferme mes frontières aux étrangers, ou en tout cas aux pays qui sont hors de ma zone géographique, qui ne contrôlent pas l'épidémie. Je ferme mes frontières, et les JO, ça va se passer avec du public, mais avec mon public à moi, c'est-à-dire les Japonais. Et c'est tout. Et je pense que ça, c'est une solution. Et puis, par rapport aux sportifs eux-mêmes aux performances, je pense que pour beaucoup de sports qui sont aux JO, ce sont des sports qu'on dit des sports amateurs. Comme Tov disait, quand tu fais du kayak en France, je pense pas que le public soit énorme. Donc, au JO, par contre, il est énorme. Alors oui, au JO. Oui. Au JO, Oui, de toute façon, tous les sports, t'as plein de gens qui regardent. Même moi, je me retrouve à regarder du BMX quand il y a les Du JO. curling.
Je regarde ça 4 fois par an, mais j'adore le BMX, les gars. Je vous le dis. Même l'équitation, je regarde. Même l'équitation. Bref, tout ça. À 2h du mat. Tout ça pour dire que pour moi, pour ces sports-là, pour la performance en tout cas, il y aura pas de différence. En tout cas, s'il y a quand même du public japonais sur place, dans les stades et sur les lieux des événements, je pense pas qu'il y aura d'impact sur les performances. Voilà. En tout cas, faut qu'ils se tiennent parce que, encore une fois, les JO pour des sports amateurs, c'est l'élément clé d'une carrière. Et j'ai envie de dire, si on doit faire le choix entre les JO et l'Euro, je prends les JO 20 fois. Ouais. Je pense qu'il y a de fortes chances que les JO se tiennent de toute façon avec un peu de public. Par contre, le truc qu'il faut garder en tête, c'est que mars, avril 2020, on était tous surpris, le monde du sport professionnel était surpris par l'épidémie, par la pandémie. Entre avril et aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais les dispositifs ont changé, ont énormément changé en matière de retransmission, etc., etc. Et je pense qu'il y a fort à parier que JO en 2021, on a un arsenal. Enfin, juste pour vous donner une petite idée, hein, vous vous rendez compte déjà de la qualité de retransmission. Excusez-moi, un basket encore, mais la qualité des retransmissions des matchs de NBA habituellement, c'est excellent déjà. Hein. Dans la bulle, ça n'avait rien à voir. On avait des espèces de dispositifs, un petit peu comme pour les matchs de football américain, avec une quantité incroyable de caméras tout autour des je crois, il y a 4 ou 5 terrains, tout autour des 4 ou 5 terrains, je crois qu'il y avait une centaine de caméras partout, des trucs de fou. Et qu'on n'aurait pas nécessairement fait, qu'on n'aurait pas développé nécessairement dans une situation normale. Donc, je pense que pour nous, publics, ça va être... Alors, premièrement, on va peut-être s'y habituer. Et puis, deuxièmement, ça va être un peu, moins dérangeant parce qu'on sera sur de belles retransmissions et il y aura un beau travail qui sera fait. Sur les sportifs, Polo, je pense à tout dit, mais moi, je veux juste parler d'un aspect qui me tient beaucoup à cœur, notamment sur les JO et les grosses compétitions internationales, c'est toute la partie business de ça et les retombées économiques, toutes les externalités qui sont causées par les JO ou un euro dans un pays. Concrètement, là, c'est totalement... On parlait de billetterie tout à l'heure. La billetterie, c'est une toute petite partie, moi, je pense, de l'intérêt de ces trucs-là. Il n'y a pas de billets d'avion, il n'y a pas de chambre d'hôtel bouquée, il n'y a pas tout le circuit touristique autour qui est impacté positivement. Bon, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ouais, je suis d'accord avec vous, les gars. Je pense aussi que les JO vont avoir lieu. Bien sûr, il y a une partie des retombées qui sont en danger, hein, si on est toujours dans ce contexte-là l'été prochain. Après, c'est l'événement mondial, donc toutes les chaînes le diffuseront, donc il y aura au moins les droits télé. Mais c'est vrai que tout ce qui est activité autour du village olympique, etc., on est toujours dans le même contexte, ça risque d'être assez compliqué. Donc, à voir. Le problème aussi du contexte de l'épidémie, c'est qu'il y a un véritable chamboulement dans les calendriers. Là, par exemple, la NBA va commencer potentiellement à Noël. En décembre. On a demandé aux footballeurs du PSG de reprendre une semaine après leur finale de Ligue des Champions. Alors que normalement, tu as besoin d'au moins 3 semaines de préparation avant de te lancer dans une nouvelle saison. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de blessures au sein du PSG, on voit des joueurs qui sont déjà fatigués. Et là, les footballeurs enchaînent des matchs tous les 3 jours, et quand ils vont en sélection, ils jouent 3 matchs, alors qu'avant, c'était 2 matchs. Donc, les calendriers sont compressés dans pas mal de sports. Et si on reste sur les sports pro qui sont au JO, donc le basket, le football, si les JO ont bien lieu, les footballeurs qui vont jouer aux JO, comme les basketteurs, ils seront cramés parce qu'ils seront dans un calendrier hyper chargé toute l'année. Bon, même si par exemple les États-Unis... Oui.
Ouais, d'ailleurs, tout le monde projette le fait que très peu de top joueurs, que ce soit en football ou en basket, bon, déjà en Ouais. football, ça a toujours été le cas, mais en basket également, très peu de top joueurs devraient prendre part au JO. Là, je pense Ouais. On on va avoir verra l'équipe des... D des Ah États-Unis. ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça, des Ouais. collégiens, Ouais, c'est ça. Donc voilà, toutes les instances font en sorte que les grandes compétitions comme l'Euro, comme les JO aient lieu, mais là on pense pas trop aux sportifs. On voit qu'il y a beaucoup de blessures musculaires, notamment côté football anglais. Donc je sais pas dans quel état les footballeurs, les basketteurs seront au printemps prochain. Vu que le corps n'est pas habitué à ce calendrier-là. Et même pour les sportifs amateurs, un sportif qui prépare les JO, il a un programme de 3 ans, il le suit, etc. Et le sportif, celui qui fait de l'aviron, qui devait faire les JO l'été dernier, au mois de mars, il était déjà prêt en fait. Il était dans sa fin de préparation et tout a été stoppé. Il a dû se relancer dans 1 an de préparation pour des potentiels futurs JO. Donc il y a beaucoup de bouleversements, que ce soit les pros ou les amateurs. Et on est dans une incertitude parce que là, pour le coup, on ne sait pas, après 1 an de sport Covid, dans quel état seront les sportifs. En tout cas, il y a un gymnaste qui est dans un état de forme olympique en ce moment. Ouais, qui nous fait des belles pirouettes. Voilà, la mascotte. Big up Sohan. Bon les gars, on clôture cette première partie. N'hésitez pas, ceux qui nous regardent, à laisser des commentaires si vous voulez réagir. Et puis là, on va parler de boxe. On va parler de Tony Yoka, notre champion olympique français. Et on va se demander si Tony Yoka est surcoté ou sous-coté. Et puis, quelle est sa place finalement dans la hiérarchie mondiale de la boxe chez les poids lourds. On va se demander aussi si Canal a flairé le bon coup en lui proposant ce contrat. J'oublie le nom de la conquête, c'est ça? La conquête. La conquête. Est-ce que c'était pas un peu présomptueux? Sachant que Tony Yoka a eu des problèmes, notamment sur des no-shows au niveau contrôle antidoping. Est-ce que c'est le meilleur boxeur français? Et puis, est-ce qu'à court terme, il est capable de challenger et d'être un vrai sparring à Wilder, Fury et Joshua? Donc, je laisse Polo donner... Non, je laisse ma place à Toff. Ne vous battez pas, les gars. Non, mec. Je Non, vois qu'il a clairement. tout de suite envie de réagir. Bon, j'ai envie de dire que niveau gros échec sur un gros contrat publicitaire, il y a numéro 1, je pense, le plus gros échec sur un contrat publicitaire. Il y a eu Adidas avec Derrick Rose à la veille de sa blessure. Et genre, en 1 bis ex aequo, il y a Canal+ avec Tony Yoka. Non, mais c'est pas... Non, soyons sérieux. Il a tout fait, en fait, Tony Yoka. Il a tout fait. Sauf la conquête, en fait. Non, en fait. Sincèrement, j'en suis à un point où, quand on annonce... on parlait en off du potentiel prochain combat de Tony. J'en suis au stade où je m'en fous, en fait. Vraiment, je m'en fous, en fait. J'ai un pote boxeur professionnel qui, à mon sens, est peut-être meilleur que lui déjà, et qui concrètement m'intéresse beaucoup plus. J'ai plus envie de mater ces combats que ceux de Tony. Je m'en fous de Tony, je m'en fous. Ah ouais. Comme ça, c'est clair. Lionel, tu... Si on regarde dans le rétro, donc Tony, champion olympique en 2016, il coche toutes les cases, beau gosse, bon sportif, titre olympique au JO en amateur, et Canal qui du coup voulait relancer la boxe dans sa grille de programme, s'est dit tiens, on a trouvé le bon poulain, on va miser là-dessus. 4 ans plus tard, on regarde un peu les résultats. Il a enchaîné les victoires, Tony Yoka, mais le problème c'est qu'il affronte... Il a 8-0-0.
Voilà, c'est ça. 8 victoires. Le problème, c'est qu'il affronte des boxeurs. Ouais, des garbage man. Garbage man, tu vois. Ouais, voilà. Il affronte un peu des vigiles du Macumba, tu vois. Donc, on connaît pas vraiment son niveau. Et j'attendais beaucoup du dernier combat contre Duopa, puisque Duopa, bon, même s'il est en fin de carrière, c'est une valeur sûre de la boxe française. Sauf que bon, fallait pas être en retard puisque le combat a duré 1 minute 20, quoi. Et pour le coup, Tony Yoka qui a une boxe plus, on va dire, il est pas trop dans l'attaque, il est plus dans le contrôle, Attentiste. etc. Ouais. Attentiste. Là, pour le coup, il nous a surpris et il a surpris surtout Duopa. Donc, on voit qu'il a un certain niveau, mais on sait pas s'il a un niveau pour la boxe mondiale. Donc, et son prochain combat, c'est contre un Croate, on a regardé juste avant, qui est 51e. Donc, à un moment, il va falloir affronter des pointures, ou enfin des mecs en tout cas qui sont dans le top 20, pour pouvoir un jour espérer combattre des gars comme Joshua, Fury, Wilder. Ouais, parce Et que puis- c'est pas une conquête là. Là, c'est pas la conquête quand Ouais, là, on va dire que t'affrontes le 51e. Voilà, on va dire que la démarche marketing, il y a un gap entre le plan marketing Alors, les combats. Donc, Polo, toi, tu... Ouais, alors moi j'ai regardé, j'ai vu que Canal a signé en fait pour 15 combats. Donc là on a dit il en est déjà à 8, donc le 9e c'est bon contre le 51e, je sais pas quoi. Bon, grosso modo il va en rester 5. Ouais, c'est comme dit Lionel, entre le plan marketing et la réalité sportive, il y a un vrai décalage, hein, parce que d'ici 5 combats, il pourra pas combattre un top 10, hein, à mon avis. Alors les gars, je remets les choses en contexte. Yoka, c'est 8 victoires. Yoka est 18e mondial. Il n'était pas, quand il a commencé, il n'était pas aussi élevé. Et puis il faut savoir que avant d'arriver à combattre les tops, il faut quand même avoir un CV. C'est-à-dire que tu commences par des gars moins bien classés, forcément tu n'as pas le choix parce que tu n'as pas de crédibilité. Titre olympique, ça reste de la boxe amateur, c'est pas ça qui va te rendre crédible côté pro. Même si Joshua a été champion olympique, l'un des plus grands champions olympiques de l'histoire, j'oublie son nom, c'est un Cubain, il n'a jamais été pro. Bon, après, c'est un Cubain, donc on comprend pourquoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le gars, il est 18e. Aujourd'hui, à un moment donné, les promoteurs, notamment les Don King, etc., ils vont finalement le contacter à un moment donné. Parce que si on veut, et les gars qui sont devant lui, s'ils veulent aussi avancer, il faut aussi qu'ils combattent des mecs qui sont dans le top 20. Si Yoka arrive à se positionner top 20, à ce moment-là, je pense que les combats, ça va s'enchaîner. Juste pour info, Fury, je crois que c'est une 30aine de combats. Wilder, c'est à peu près pareil. Et Joshua, il doit être un peu plus d'une 20aine. Donc il a encore de la marge. Et maintenant, il est 18e. Moi, je ne m'attends pas à ce que Yoka, au bout du 9e combat, il affronte Joshua. Ça n'aura pas de sens. Ah oui, mais là, on est d'accord. On est d'accord. Tu vois. Par contre, à partir du 14e, 15e combat, ça devient intéressant. Oui, d'accord. Mais justement, là, pour l'instant, il n'a pas encore affronté des gars top 20, top 30, intermédiaires. Et il en est déjà à son 8e combat. Là, par rapport à les 8 combats qu'il a fait, je suis pas sûr qu'au 15e combat, il soit prêt à affronter un Joshua. Et puis en plus, s'il en est né là aujourd'hui, c'est parce qu'il a été suspendu pendant une période, puisque monsieur avait loupé des tests antidopage, ça a fait un vrai frein dans sa trajectoire. Donc voilà, c'est incertain, on ne sait pas vraiment quel est son vrai niveau. Je ne dis pas qu'il est nul, hein, mais on ne sait pas vraiment quel est son vrai niveau, puisqu'il n'a pas encore affronté des vrais adversaires solides. Donc je demande à voir. Et puis en parallèle, dans ses interviews, on a quand même Tony Yoka qui se permet de critiquer des Joshua, qui dit oui, Joshua il m'impressionne pas, alors que c'est le champion en titre. Donc voilà, je veux bien être patient, lui donner du temps, mais il faut aussi qu'il donne du temps à ses blagues, tu vois. Il a faut avancer par étapes. Il a un peu trop d'arrogance par rapport à ce qu'il a pu montrer jusqu'ici. Et je pense que ça joue contre lui, notamment sur les réseaux sociaux. Il se fait souvent insulter ou moquer. Je pense qu'il parle beaucoup trop. Et il est un peu trop présomptueux, peut-être.
Et ça passe mal, surtout auprès du public français. Donc il n'a pas la crédibilité qu'il aimerait avoir au sein du public français. Peut-être pour ça aussi. Et puis, Joshua a quand même des boxeurs qu'il pourrait affronter qui ont déjà prouvé des choses malgré eux. Si je pense à Andy Ruiz, par exemple, qui est, je crois, 6e mondial et qui a battu Joshua, qui a été champion du monde, même si ça n'a pas duré, ça a duré quelques mois. Mais c'est quand même un boxeur qui a montré qu'il était capable de battre un top 3 mondial. Et donc, si demain il se bat contre Andy Ruiz, à mon avis, il aurait battu Andy Ruiz il y a 2 ans, on aurait dit il a battu un vigile de supermarché. On va se mentir, Andy Ruiz n'a pas le physique du gars que tu te dis ouais, lui il est fort quoi, tu vois, visuellement en parlant. Maintenant, Andy Ruiz a prouvé qu'il était un vrai boxeur. Donc moi j'aimerais voir un combat Joshua Ruiz. Et ce serait vraiment pour le coup un combat où on se dirait ok, s'il arrive à battre ce mec là, c'est qu'il a le niveau, tu vois. Mais tu sais, moi je te dirais pire, hein, si je le vois perdre face à Ruiz, franchement, je vois un beau combat de Tony face à Ruiz, qui lui donne du fil à retordre, et de toute façon Ruiz il le mettrait peut-être pas à terre, mais il lui donne du fil à retordre et ça se joue au point. Sincèrement, moi, il retrouve beaucoup de sa superbe avec une défaite comme ça face à Ruiz, plutôt qu'après une victoire face à un Croate 51e 51e. Ouais. Parce que, sinon, j'enfile les gants et viens, on doit être dans la même catégorie en ce moment. Hein. C'est pas drôle, Tony. C'est pas drôle, Tony. Faut, quand même. Debout. Ouais. Bon, les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour de Tony Yoka. Là, on va passer. Je vais donner la main à Polo. Ouais, pour le quiz. Voilà, je te laisse. Bon, c'est ton premier, hein, Matt. Ouais, c'est ça, c'est mon premier quiz. Tu t'es chauffé là ou... Ouais, je suis chaud. Comment tu te sens? Alors, juste pour rappeler, Chris, Toff et moi, on est à égalité, un par en dessous. Lionel derrière. Hein. Lionel a frôlé la victoire. Lionel a frôlé la victoire. J'ai frôlé la première fois. et Matt, première participation. Hein. Ben ouais, écoute, on va essayer de... Je vais essayer de montrer de quel bois je me chauffe. Ouais, bon, donc du coup, on part sur 4 questions et une bonus. Ça vous va? Ok. Ça marche. Allez, donc, let's go. Donc, première question, rapidité. Hein. Sur le dernier mercato en Ligue 1, quel club a dépensé 0 €? Bordeaux. 1 point pour Lionel. Oh là là. Je suis désolé. C'est beau. Pour le détail, Bordeaux a quand même recruté des joueurs, puisque Atem Ben Arfa a été recruté, mais il était libre. Ouais. On a payé Bordeaux pour prendre Athènes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il continue son tour de France, tu vois. Il s'amuse. Donc 1 point pour Lionel. Athènes et Martine, tu vois, c'est Martine à Nice. Athènes signe à Bordeaux. Donc, la deuxième question. Donc, on va innover. Alors, vous allez tous les 3 participer. Et en fait, donc, ce sera en fait une question à liste. C'est-à-dire que je vais vous demander une liste, en fait. Un par un, vous allez devoir donner une bonne réponse. Si vous avez une mauvaise réponse, vous sortez. Et le dernier prend le point. Tout simplement. En mode pyramide, un truc comme ça. Oh, c'est beau ça. La télé française nous dit. Lionel ayant le premier point, on va commencer par lui. Et donc la liste à me donner, c'est une liste de 10 sportifs. Et c'est la liste des 10 sportifs les mieux payés de la décennie. De la dernière décennie. Dans l'ordre? Mais Jean sportif, tout sport confondu. Sportif, j'ai dit sportif. En activité. Actif ou en activité inactif? J'ai dit sportif, mieux payé sur la dernière décennie. C'est très clair. Okay. Excellent. Mais attends, mais Jean, même des gars à la retraite ou pas à la retraite? De la dernière décennie. Si un sportif était sportif en 2010 jusqu'en 2014. Ok, c'est bon. Jean, je t'ai dit Jean Pelé. C'est très clair. Pelé n'était pas sportif sur la dernière décennie. Lionel, tu commences. Let's go. Cristiano Ronaldo. C'est validé. Cristiano Ronaldo est numéro 2.
On va, Mathieu, pour le suivant. Lionel Messi. Lionel Messi en numéro 3. LeBron James. LeBron James en numéro 4. C'est Lionel là. Hamilton. Hamilton en numéro 10. Gros risque de Lionel met sa face. Lewis Hamilton numéro 10. C'est gros risque, mais c'est passé. Chaud. C'est validé. Là, c'est moi. Tiger Woods. Tiger Woods numéro 6. Aïe, aïe, aïe. Et je vais donner un autre indice parce que c'est quand même difficile, donc je vais vous aider. Il y a un deuxième golfeur dans la liste. Toff, c'est à toi. Ah ouais. Ok. Sur la décennie, hein. Toff, Non, parce que... Attends. On parle que de calmez-vous. salaire. il y a des choses encore très logiques. Hein. Non, mais Donc, c'est ouais. pas que le salaire, c'est tous les revenus, C'est j'imagine. tout. Ouais, Allez. Les mieux payés, donc c'est Allez. revenu. Vettel. Non. Aïe. Non. Top éliminé. Ah ouais, t'es allé chercher loin. Déjà, Hamilton était 10ème, Vettel. Bah ouais, Hamilton était 10ème. Gros indice quand même. Et pourtant, je pensais que Vettel touchait plus. Ah, j'aime bref. Allez, il reste que vous deux, Lionel, messieurs. Lionel, t'es en train de chercher là ou quoi? Non. Allez, je tente un coup de poker. David Beckham. Non. Ah merde. Matt, tu vas prendre le point, mais allez, pour la, Ah, mais non, il pour, faut qu'il pour- valide, sinon pour ça le continue. panache, tu dois valider. Non, mais il doit valider, sinon il a Oui, pas le oui. point, hein. Allez, Brady. pardon? Brady. Tom Brady. Non. Ah bah ça reprend normalement si on a tous perdu. Allez, on va dire que ça reprend. Toff, Oui. Toff. Vu qu'il y a eu 0 réponse sur ce tour, on continue. On continue. Ben, ça, c'est très bien. KD, Kevin Durant. Merci. Numéro 9. What? Absolument. Et pour pas perdre trop de temps, si c'est la dernière réponse, parce qu'il y a encore des évidences, si c'est la dernière réponse, on va s'arrêter à ce point pour Toff. Lionel, il y a encore des évidences. Donc, pour rappel, on a dit Ronaldo en numéro 2, Messi, numéro 4, on a dit James, numéro 6, on a dit Woods, on a dit numéro 9, Durant, et on a dit numéro 10, Hamilton. On a dit 6, il en reste 4, donc le numéro 1, le numéro 5, le numéro 7 et le numéro 8. Et petit indice, ce ne sont que des sports... Non, il y a 3 sports différents sur les 4 restants. 3 sports différents. Ok. C'est chaud. Il y a encore 2 évidences. Les 2 restants sont très durs, mais il y a deux choses... Ouais. Les gars prennent 20 ans. le stress. C'est vrai, c'est Lionel. Là. Neymar. Non. Non. Ah, Neymar est pas dedans. Et j'allais dire Non. Neymar en plus. Heureusement. Ah, c'est bon. Alors, il me reste moi alors. Écoute, donc si au niveau des footballeurs. Bah, pense au numéro 1. Enfin, je sais pas. Pense Parce qu'on n'a à... pas trouvé le Là, numéro 1. on n'a pas trouvé le numéro On 1. n'a pas trouvé le numéro Vous 1. n'avez pas trouvé le numéro 1. Ah, Ce jeu est beaucoup Genre. trop long. non mais genre. Allez. Allez. Laisse Christophe gagner. Allez. Rafael Nadal. Non, fallait dire Federer. Federer était le numéro 5. Ah merde. Point pour Toff. Donc, numéro 1, Mayweather. Money Mayweather. Ah oui, on l'a oublié. Numéro 1. Numéro 5, donc Federer. Numéro 7, Phil Mickelson. Phil Ok. Mickelson. Et numéro 8, encore un boxeur, Manny. Manny Ah Pacquiao. oui, Manny Pacquiao. Ouais. Ah ok. Je sais pas si on donne le point à Toff parce que c'était le premier à se tromper. Non, je suis désolé, mais je suis aussi. Allez, on lui donne. On lui donne? Oui, on lui donne. Allez, on lui donne. Bon, troisième question.
Tous, vous allez me donner une réponse et le plus proche, prend le point. Alors, je veux le salaire de Adil Aouchiche qui a été récemment recruté par l'AS Saint-Etienne. Adil Aouchiche, pépite. Mensuel. Non, annuel. Annuel. Faut sortir la calculette. Adil Aouchiche, pépite formé au PSG en équipe de France jeune. Donc, je veux son salaire. Vous n'allez pas trop réfléchir. Chacun me donne une réponse. Une seule. Ok, moi, annuel, je dirais 500 000 euros. D'accord. Putain, j'arrive trop haut. Moi, je dirais plus que ça, parce que je sais qu'il a eu un gros salaire, malgré qu'à Saint-Etienne, les salaires sont bas, sont plafonnés. Et du coup, je dirais quasiment 1,5 million. Ok. Toff. Ouais, 1 million. Toff est le plus proche, très très proche, puisqu'il est à 0,96 millions. 960 000 euros. Ouais. Voilà. Ça Comme fait- Toff le point prend pour la Toff. tête. Comme ça en plus. Comme ça en plus, tu vois, il évite un certain nombre d'impôts qui se déclenchent à 1 Ouais. million. 2 Et points pour Toff. le gars a 18 ans. Hein. C'est chaud. Optimisation fiscale. 2 points pour Toff. Matt, si tu prends le prochain point, on va à la 5e question pour départager. Si ça va aux Ok. 2 autres. Ok. Ok. Vous vous rendez compte quand même que toutes les personnes qui nous regardent se rendent compte que c'est un hold-up total. Hein, ça n'a aucun sens. Allez, Toff, tu peux conclure là-dessus. Lionel, tu peux égaliser. Je veux, donc encore une fois, chacun va me donner une réponse. Je veux le nom, selon vous, du tennisman français en 2020 qui a gagné le plus gros prize money. Année particulière, 2020. mais je veux en 2020 le tennisman, le nom, pas le montant, le nom du tennisman français qui a gagné le plus gros gain sur l'année 2020. Lucas Une Pouille. réponse. Ok. Lucas Pouille pour Mathieu. Pour Matt. Franchement, Simon, pour moi, Gilles Simon. Simon pour Lionel. je pensais Simon également, mais sincèrement, je n'en ai aucune idée. Donc, je vais big up Gaël, mon fils. C'est clairement pas lui, hein, mais big up Gaël. Et voilà. Ah ben, vous savez quoi? On a une réponse. On a une bonne réponse. Balance. Il est horrible. Hold up total parce qu'il n'était pas convaincu. Mais Toff, tu as la très bonne réponse. Non! Gaël, big up. Deuxième point pour Toff. C'est pour toi. Incroyable, C'est pour incroyable toi. ce qui vient de se passer. Incroyable. Alors, pour votre information, il a gagné sur 2020 un peu plus d'1 million d'euros. Petite chose, hein, ça va vous faire rigoler. Dites-moi, selon vous, combien de son gars a gagné en 2020? Est-ce qu'il a fait un Ça SMIC? va vous faire rigoler. Moi, j'ai vu le chiffre, j'ai rigolé. 50 000. 100 000 euros. Alors, on est entre les deux. Son gars a gagné 70 000 euros en 2020. Voilà. Ah ouais. Il a été blessé. Bah, c'est un salaire de cadre dynamique. Voilà. C'est ça, c'est un cadre voilà, dynamique. On va pas en dire en plus. Sergio gagne beaucoup plus que de son gars. C'est incroyable. J'ai vu le chiffre, je me suis dit, c'est incroyable. Ouais, Écoute, c'est chaud. non, mais ça, c'est 2020, franchement, c'est l'année où les grands sportifs sont devenus vraiment relatable. Ils gagnent autant que certains, et puis ils jouent devant personne. C'est bien, on peut tous être comme eux. En tout cas, Matt, première participation, 0 Première points. défaite. Toff, 3 points. Tu écrases quasiment la concurrence. Lionel sauve l'honneur avec 1 point. Ouais, C'est incroyable. Tu prends la tête hein, du classement. Ça Ouais. n'a aucun sens. C'est C'est vrai. totalement illégitime. Je n'assume pas syndrome de l'imposteur au maximum. Écoutez, mais bon, Bird ouais. Gang, je vous ai dit. Hashtag Bird Gang dans les commentaires. Matt, je pense qu'il te faut une deuxième participation d'affilée. Parce Ouais, que là, je prochaine sens fois. ta déception. Ouais, je c'était suis réussi, grave ça. déçu là. surtout que j'aurais eu un point avec l'histoire de Nadal Federer là. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'était pas mal les questions. Ouais.
Ouais, c'est original pour la suite. Bon, messieurs, on va clôturer. Merci pour votre participation. Et puis, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour nous supporter, à vous abonner et activer la cloche. Merci la team. On se retrouve pour la prochaine fois pour un nouvel épisode de Zone Mixte. Il est dépité. Ah, il arrive même pas à clôturer la vidéo. Il va verser une petite larme à la fin. Ok les gars. À la prochaine. Merci Mathieu. Salut. Ciao.